Je vous accueille aujourd'hui sur un webinaire, je le dis souvent, mais cette fois-ci qui est vraiment différent. On va évoquer un domaine, enfin deux domaines assez nouveaux, mais qui concernent essentiellement donc le développement, les développeurs. Alors, ce sont des domaines, presque dire, en devenir, tout au moins pour l'un d'entre eux, puisqu'on parlera donc de programmation des machines quantiques. D'ailleurs, on va en profiter pour rappeler un peu ce que sont ces fameuses machines, hein. Et puis, on va parler également de quelque chose qui, par contre, est beaucoup plus présent, ce sont les drones. Et dans les deux cas, je prends ça comme une sorte de respiration nouvelle de la programmation. Après tout, ça fait 40 ans qu'on programme une gestion de stock. Peut-être que maintenant, on peut aborder on va dire, des horizons un tout petit peu différents. Alors, ce sont ces sujets-là que je voudrais évoquer avec vous, sachant que pour la mécanique quantique et les ordinateurs quantiques, il n'y a peut-être pas d'urgence, d'autant plus que ça nécessite tout de même un certain nombre de prérequis dont je vais parler. Et puis, par contre, la programmation des drones, là aussi, ça nécessitera des connaissances, mais qui n'ont rien à voir avec l'informatique, qui sont celles donc, du pilotage des avions. Bien. Donc, on va évoquer ça, parce que peut-être que pour vous, que pour des personnes de vos entreprises, eh bien, ça peut être une opportunité intéressante. Hein, à la limite, on peut considérer un petit peu ça, un tout petit peu comme un jeu, hein, si vous le voulez. Alors, je vais donc partager, comme d'habitude, mon écran. Alors donc, je vous dis, ça ne concerne pas que les curieux, hein. C'est vraiment quelque chose qui est peut-être vraiment une opportunité vraiment intéressante aujourd'hui. Bien, je vous suggère donc on va dire de suivre on va suivre donc le sommaire suivant. Hein. On va regarder d'abord les domaines nouveaux donc, et les compétences à acquérir. Les concepts de base du calcul quantique, alors là, je vous dis très bien d'avance, hein, il va falloir un tout petit peu s'accrocher parce qu'on est sur des domaines qui nécessitent quand même un certain nombre de connaissances en physique. Hein, et donc, mais on va quand même les évoquer parce qu'il faut faire le tour de tout ça. Alors, quel est l'intérêt des fameux qubits qui remplacent donc les bits, hein? Alors, les qubits, ce n'est pas des bits en couleur, hein, ce sont des bits simplement différents qui sont fondés sur des principes de mécanique quantique, et je vais vous expliquer donc de quoi il s'agit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, il y a déjà tout un marché d'une algorithmique quantique qui permet donc de développer des applications de manière très sérieuse. Le souci, c'est qu'on n'a pas nécessairement les machines pour les implémenter. Ça, c'est un problème que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais qui est quand même un petit peu gênant dans la mesure où il y a quand même des interrogations qui restent en suspens aujourd'hui sur ces machines, et en particulier le problème de la dégénérescence, c'est-à-dire le fait qu'elles ont du mal à se maintenir en état de fonctionnement au-delà d'un certain temps qui s'exprime en quelques nanosecondes. Donc, c'est quand même embêtant tout ça. On va donc regarder ces fameux algorithmes quantiques et on va parler de portes quantiques. Vous allez voir, au fond, c'est une transposition de ce que l'on connaît donc déjà dans le monde des ordinateurs traditionnels, hein, si ce n'est qu'on remplace les portes logiques par des portes quantiques. C'est un petit peu différent, mais après, pourquoi pas? On va regarder les langages des quantiques, parce qu'il se trouve que là aussi, il y a des assembleurs, il y a des langages évolués, et on peut se poser la question et se dire, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour se lancer dans une carrière ou disons dans une activité de programmation quantique, est-ce qu'on a besoin de tout comprendre par le détail? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que de toute façon, ça va nous embarquer vraiment vers des horizons très lointains. Alors, hein. Et je veux dire, en mathématiques et même en physique pure, ça n'a rien quand même d'évident. Donc, mais on peut assurer quand même un certain nombre de traitements sans nécessairement savoir comment la machine construit un qubit. Après tout, on ne le sait d'ailleurs pas non plus pour un ordinateur classique. On voit pourquoi on se casserait la tête pour l'apprendre avec une machine quantique. Parce que là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc, on va parler des langages. Et puis, je vais faire une transposition dans un autre domaine qui n'a rien à voir, qui est donc celui des drones. Alors, je parlerai des vols autonomes et des vols donc automatisés.
les connaissances que vous devez avoir. Alors là, par contre, contrairement à la programmation quantique, là, il y a des choses qu'il faut savoir. Alors, sinon, votre drone, il va aller percuter le premier platane venu, ou alors, vous voyez, ça, c'est quand même très gênant. Et il y a des choses qu'il faut absolument connaître de manière impérative avant de se lancer là-dedans. Des connaissances donc à acquérir. On va prendre un exemple. J'ai choisi une plateforme de développement parmi d'autres. Hein. C'est celle donc de 3D Robotics, qui est un fournisseur assez connu, en particulier donc en Amérique du Nord. Et j'ai pris donc l'API DroneKit. Vous allez voir comment ça marche. Hein. Après tout, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et puis, on va se poser la question au final donc de la crédibilité pour le TI. Est-ce que ça nous intéresse de faire ça? Après tout, on peut très bien, est-ce qu'on peut programmer un drone sans faire partie de l'équipe informatique? Je pense que oui, hein, mais après tout, pourquoi pas, hein. Bon. Vous savez, comme d'habitude, je vous donne toujours un petit peu la température hein, du marché tel qu'il est aujourd'hui. On peut dire que je prends celui des drones, hein, parce que celui de la mécanique quantique et des machines quantiques est encore un peu en devenir. Le marché global donc, des drones devrait passer, selon quelqu'un qui est très optimiste, un organisme qui est très optimiste, qui s'appelle FactMR, il pense qu'on va passer de 30 milliards de dollars en 2022 à 279 milliards en 2032, dans 10 ans. Ça paraît énorme, et en même temps, ça ne paraît pas impossible. On peut considérer que c'est optimiste, mais vu les applications incroyables qui existent aujourd'hui, je vais vous en citer quelques-unes après, qui se présentent devant nous, bon, après tout, pourquoi pas hein. C'est peut-être aussi une autre forme, on va dire, d'IoT, donc des architectures de type IoT et des capteurs. Simplement, là, les capteurs sont dans un équipement, dans un aéronef, qui est donc volant. Alors voilà. Donc, ce sont des domaines donc, qui sont nouveaux, je vous l'ai dit, qui ont besoin donc, de compétences originales. D'ailleurs, je pense, après tout, c'est une chose intéressante. Ça fait trop longtemps que l'on dort, enfin, que l'on dort, une expression bien entendu, hein, où on fait toujours la même chose, on répète les mêmes algorithmes, on se pose des problèmes de tri, toujours la même chose depuis finalement 40 ou 50 ans. Bon, là, maintenant, c'est quand même nouveau. C'est nouveau, on peut apprendre quelque chose qui est vraiment original. Alors, les scientifiques, bien sûr, vont apprécier le monde de la mécanique quantique parce qu'ils sont plus à l'aise avec ça, mais les autres, voilà, qui ont des simples problèmes de distribution ou des problèmes de logistique dans une entreprise, dans une usine, pourront s'intéresser donc aux drones. Alors, pour la programmation quantique, il va falloir s'imprégner quand même d'un certain nombre de principes de mécanique quantique. Je dis, ce n'est pas la peine d'aller trop dans le détail. Et puis, par contre, là, il faut comprendre ce qu'est la navigation aérienne si vous voulez vous lancer dans la programmation des drones. Sachant que, et je reviendrai un peu plus tard, c'est que les vols libres, ce que l'on appelle en technologie, donc drone, les vols autonomes, eh bien, sont en général interdits. Tout au moins à partir d'une certaine altitude. Donc, en gros, jusqu'à 300 pieds, à peu près 100 mètres d'altitude, on peut faire des choses à condition de ne pas avoir trop d'ambition, mais au-delà, alors là, ça commence à devenir beaucoup plus aléatoire. Au Québec, c'est interdit. En France, c'est interdit. En dehors, donc, de ces espaces extrêmement limités. Dans le futur, ça ne pourra pas être comme ça. Et ce que l'on peut regretter d'ailleurs, c'est qu'il n'y ait pas encore aujourd'hui, on va dire, une réglementation qui soit la même dans tous les pays du monde, alors que c'est le cas pourtant à peu près en réglementation aérienne. Il y a quand même des différences aujourd'hui dans la prise en compte donc des drones, ces nouvelles machines volantes que sont les drones. Bien. Alors, à cela, il va falloir ajouter autre chose. C'est particulièrement vrai pour les machines quantiques, quelques connaissances en mathématiques. Parce que chacune de ces portes quantiques, en fait, c'est un opérateur mathématique, qui cette fois-ci est beaucoup plus complexe que ce que l'on trouve dans une machine classique. Une machine classique, on va avoir des et, des ou, des non, des choses comme ça, qui sont, on va dire, des opérateurs d'algèbre de boules relativement simples. La machine étant construite avec donc autour de ces portes logiques. Là, c'est différent. On aura donc des opérateurs qui vont porter donc des noms barbares, hein, mais qui correspondent à des opérations mathématiques qui sont beaucoup plus complexes.
Par exemple, Hadamard, qui est une transformation qui rappelle un peu ce qu'est une transformation de Fourier. Ceux qui connaissent, qui s'intéressent aux mathématiques voient bien de quoi je parle. Donc, une troisième difficulté, celle, disons, de maîtriser certains aspects donc, mathématiques. Je vous l'ai dit, je considère que c'est une respiration nouvelle, que ce soit très intéressant, évidemment. Alors, la programmation donc, quantique, elle va satisfaire les scientifiques parce qu'eux aussi ont besoin de rechercher, de trouver de nouveaux formalismes, hein, c'est tout à fait vrai, hein, mais ils veulent quand même rester dans leur langage traditionnel. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au fond, les langages qu'on utilise aussi bien pour les machines quantiques que pour les drones, ce sont des langages classiques. Souvent d'ailleurs dérivés du C ou de C++, on va trouver bien sûr beaucoup de Python là-dedans, mais par contre, les domaines applicatifs, là, évidemment, sont très très différents. Alors, moi je crois que ce qui va vraiment vous intéresser, ce qui va intéresser donc les personnes qui vont un peu se lancer là-dedans, eh bien c'est la curiosité. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est quoi un qubit? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Vous voyez? Et c'est un peu la curiosité. Or, nous savons que les développeurs sont des gens curieux, sont des gens qui aiment bien regarder les nouvelles API, les nouveaux contextes, les nouveaux langages, même s'ils continuent depuis 40 ans à faire une gestion de stock. Vous voyez? Mais par nature, ils sont très curieux. D'ailleurs, on le voit dans leur comportement. Quand on voit un développeur, quand il quitte le bureau, il continue à développer. Dans le métro, il développe encore. Je dirais même, pendant la nuit, en rêvant, il développe encore. Donc, ce sont des personnes qui ont c'est un avantage, d'ailleurs, c'est une qualité, qui ont ces caractéristiques de curiosité, et là-dedans, donc, ils vont trouver, bien entendu, des tâches intéressantes. Donc, voilà. Alors, une différence, hein, le développement des quantiques n'est pas garanti aujourd'hui, je vous ai dit, hein, pourquoi, c'est que chacun des grands constructeurs hein, que sont aujourd'hui, il y a Google qui est lancé là-dessus, il y a IBM qui est présent depuis assez longtemps, il y a également le Canadien D-Wave et puis d'autres, hein, mais ça peine quand même à, j'allais presque dire, trouver son attitude de croisière. Parce que physiquement, alors là, c'est un autre domaine, mais physiquement, ce sont des machines qui sont compliquées donc, à réaliser. Sachant que dans le même temps, hein, je vous rappelle que chacun de ces constructeurs ou fabricants tente d'acquérir ce qu'il appelle donc, la souveraineté donc, quantique, c'est-à-dire une machine qui est plus rapide que la machine traditionnelle la plus puissante du monde. Pourquoi on va dire la concurrence. Bon. Donc, ce sont des domaines nouveaux et des compétences nouvelles donc, à acquérir. Alors, on va commencer par regarder un peu la programmation quantique. Alors, je vous dis tout de suite que le cheminement, c'est-à-dire vers le codage quantique, finalement, c'est à peu près le même que celui de la programmation classique. On aura donc, je viens de vous le dire, donc, un assembleur ou des assembleurs hein, qui permettent de mettre en musique l'enchaînement des portes quantiques. Alors, il y a un certain nombre de portes quantiques qui existent, hein, et bien ça permet on va dire, de prévoir les séquences de travail, l'enchaînement des séquences de ces différentes portes quantiques. Bon. Alors, il y a aussi des langages qui sont plus évolués, qui permettent donc, évidemment, de prendre de la hauteur hein, par rapport à ces éléments physiques. On n'a pas besoin de connaître le comportement par le détail de la machine, comment elle a été fabriquée. Mais je pense quand même, vous savez, qu'on a besoin de savoir quelles sont les principales, à quoi ça correspond, à quoi correspondent les principales portes quantiques qui existent. Hein, et puis peut-être se familiariser avec des nouveaux noms que de toute façon vous allez trouver chez les fournisseurs qui vous proposent donc des API. J'ai évoqué le cas de Hadamard, c'est typiquement, donc c'est vraiment là, Hadamard étant un mathématicien français qui est extrêmement connu pour ses travaux en algèbre linéaire, et donc quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec dans l'environnement de Fourier, justement, les convolutions, et puis donc Hadamard, ça vous allez le retrouver. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, vous allez le retrouver. Alors, l'expérience, ça c'est un avis personnel. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, c'est que je crois qu'on ne peut pas aborder la mécanique quantique sans un certain nombre, non seulement de compétences, mais également de compétences mathématiques. Et je compare toujours ça à la musique. Alors, je me fais insulter à chaque fois que je dis ça, mais je prétends qu'on ne peut pas faire de la musique sérieusement si on ne connaît pas le solfège.
Alors on me dit, c'est pas vrai, c'est au contraire, ça brille de l'imagination. Et, vous voyez, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a un minimum quand même de connaissances, disons, de ce qu'est une partition musicale, ce que c'est qu'une clé, il y a des choses qu'il faut connaître, ne serait-ce que pour mieux communiquer avec les autres et comprendre les autres. Bon, on peut mettre 6 mois à décoder donc une partition, mais si vous savez lire, connaissez le solfège, vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise avec ça. Alors, il paraît que c'est une approche qui est ringarde, dépassée, qui n'a pas de sens, et au contraire, il faut laisser la totale liberté donc, aux musiciens. Moi, je ne suis pas d'accord du tout, et je crois que c'est exactement la même chose ici, avec, avec les connaissances que l'on doit avoir. Maintenant, il y a un niveau. On n'est pas obligé de vous dire d'aller trop dans le détail, de mettre des mathématiques, mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Et je crois, vous savez, qu'il y a vraiment un domaine qu'il faut vraiment implémenter aujourd'hui dans notre métier, c'est celui de l'algèbre linéaire. Vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle actuellement, eh bien, on parle beaucoup de calcul matriciel, de triangulation de matrices, de vecteurs. La plupart des algorithmes que l'on va trouver, eh bien, sont des algorithmes qui s'expriment en algèbre linéaire. Alors, on peut ne pas être un spécialiste, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut connaître. Et bien là, c'est exactement la même idée. Je vous l'ai dit, avec une machine traditionnelle, c'est un assemblage de portes logiques. Ici, on est avec donc des opérations qui se font sur des portes quantiques. Et vous verrez que les mathématiques sont effectivement omniprésentes. Et je pense que c'est absolument obligatoire. Maintenant, quel est le niveau de détail? Ça, je le laisse à votre appréciation et surtout à votre expérience du sujet. Alors, quelques principes, je le reconnais quand même, qui sont difficiles à comprendre. N'oubliez pas que la mécanique quantique est quelque chose qui existe depuis pas très longtemps. Là, au fond, ça fait 130 ans, même 120 ans que ça existe, avec des grands noms qui étaient plutôt des Européens d'ailleurs à l'époque, qui ont créé ça. Donc c'est Einstein, Planck, Dirac le britannique, c'est Marie Curie, donc polonaise, française. Et donc, tous ces gens-là qui ont construit un monde nouveau absolument bouleversant. Parce que ça a remis en cause la totalité donc, de ce que l'on connaissait auparavant dans ce qu'on pourrait appeler la mécanique ondulatoire. Vous savez, on oppose toujours, ce sont des perceptions du monde qui nous entoure entre une perception ondulatoire avec des ondes et une perception corpusculaire, qui est celle de Max Planck, avec des niveaux d'énergie. Ça a été quelque chose d'absolument incroyable du point de vue théorique. Il y a eu des batailles effroyables entre les tenants d'une approche plutôt que de l'autre. Et nous, on récupère tout ça. On récupère tout ça, effectivement, avec des changements qui sont assez brutaux, il faut quand même l'admettre. Alors, par exemple, quelques idées qu'il faut connaître. Il y en a un principe qu'il faut connaître, c'est le principe de Schrödinger. Schrödinger est un très grand scientifique qui a imaginé que certaines particules, alors on parlera de photons par exemple, ou d'autres, et d'ailleurs ce qui a été démontré après, certaines particules sont susceptibles d'avoir le même état, plutôt des états différents au même moment. C'est pour ça qu'on dit toujours le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant, mort, malade et en bonne santé. Et bien là, c'est la même chose. C'est une particule qui peut être polarisée de différentes manières et peut avoir donc ce qu'on appellera des états quantiques différents en même temps. C'est complètement incroyable, ce truc-là. Comment voulez-vous que quelque chose puisse être plusieurs choses en même temps? C'est impensable. Et pourtant, la mécanique quantique est bien basée là-dessus. Et donc, le principe de Schrödinger, c'est ça. C'est donc le fait d'avoir ce qu'on appellera donc des états probabilistes, fondés sur des probabilités, qui peuvent se produire en même temps pour une particule. Alors, il faut bien entendu, comme on dit chez les francophones, donc avoir la foi du charbonnier et croire ce que l'on nous dit, c'est vrai, mais c'est quand même dur à avaler. Autre principe qu'il faut connaître, parce qu'on va le retrouver avec les fameux simulateurs quantiques maintenant, c'est donc le principe d'Heisenberg. Heisenberg, encore un autre grand scientifique qui a beaucoup œuvré dans le monde de la mécanique quantique, eh bien Heisenberg disait que quand vous observez un phénomène quantique, eh bien vous ne le modifiez rien qu'en l'observant. Principe d'Heisenberg.
C'est pourquoi, quand vous faites un traitement, et vous voulez donc observer votre état des qubits que vous avez dans votre machine, eh bien, si vous les observez, vous les modifiez. Donc, il faut passer par des simulateurs qui, eux, par des biais, vont permettre de vous restituer l'état des qubits sans les modifier. Principe d'Heisenberg. Et c'est comme ça, bon, en plus, il y a un côté très, très, très fascinant là-dedans. C'est quand même une physique très, très, très nouvelle, et très, enfin, nouvelle, 100 ans, c'est vrai, mais quand même pas très connue, hein, pas très connue du moins du commun des mortels. Alors, contrairement à l'informatique classique, qui utilise des 0 et des 1, hein, je crois que vous avez remarqué, comme moi, hein, un qubit, il peut être 0, 1, ou une combinaison dite probabiliste de ces états de base. Par exemple, un petit peu de 0, et puis beaucoup de 1. Vous voyez, il y a une formule qui vous représente ça, c'est A, ici, AI0 et plus alpha I0 plus bêta I1. C'est quoi? Ça veut dire que c'est l'état du qubit alpha et bêta, ce sont les probabilités de présence, de participation de l'état 0 et de l'état 1. Donc on aura les états de base, c'est 0 et 1, et puis des mélanges des deux proportionnellement et dépendant donc de probabilités. Ces probabilités alpha et bêta ayant une caractéristique, c'est que alpha au carré plus bêta au carré est égal à 1. Par exemple, si alpha est égal à 0 et bêta est égal à 0, l'état du qubit, ça sera 0. Vous voyez, donc, il suffit de l'admettre. Hein, c'est un petit peu ça. Bon, on l'admet, puis après tout, on s'en porte très très bien après. Alors, si vous voulez, pour résumer donc, ce que sont les qubits, remplis donc des états de base, on aura donc une infinité de superpositions donc, possibles de ces états entre les deux extrêmes que sont ces états de base. Ah oui, alors ces états, hein, l'état des qubits, on les représente souvent par ce qu'on appelle la sphère de blocs, certains disent la sphère de Poincaré, avec donc les différents qubits qui sont caractérisés par des phases différentes, telles que le montre ici ce schéma. Voilà. Donc en fait, l'unité quantique qubit, c'est une représentation de probabilité d'existence des états de base et leur superposition. Ah, ouf, on est arrivé tout au moins de la présentation des qubits. Mais c'est pas compliqué à comprendre. Alors, nous, on a essayé bien sûr, toujours d'illustrer donc, les choses. Au fond, moi, ce que je voulais, j'ai utilisé donc l'imagerie suivante. Vous savez, sur le schéma que vous voyez apparaître ici, vous voyez donc des arlequins. On dira qu'à un moment donné, vous avez un arlequin noir, ça sera le 1. Vous avez un arlequin blanc, ça sera le 0. Alors qu'en mécanique quantique, en informatique, en programmation quantique, on aura un arlequin multicolore. C'est une image, je sais bien, elle est extrêmement rapprochée, évidemment. C'est une image, mais on a toutes les couleurs possibles en même temps. On est à la fois rouge, bleu, vert, on a toutes les couleurs, et tout dépendra de la probabilité, au sens quantique du terme, qui sera attachée donc, à ces différentes couleurs. À partir de ça, on a déjà fait une grande partie du chemin. Et on n'est pas nécessairement obligé de rentrer dans les mathématiques plus profondes, tout au moins pour l'usage, j'allais dire presque courant que nous aurions donc de la programmation quantique. Alors vous voyez, avec une machine classique, avec des 0 et des 1, bon, un algorithme, ce qui est important à comprendre, c'est aussi ça, un algorithme va changer donc les états au fil donc, des calculs, et ça va demander du temps parce que chaque bit n'a donc que 2 états possibles, 0 et 1. Avec une machine quantique à 1 qubit, on a immédiatement donc un nombre considérable d'états différents, et pour chacun d'eux, tous ces états sont disponibles sans avoir à effectuer aucune transformation. On a à disposition une infinité d'états différents. Une machine à 2 qubits, eh bien, elle expose 4 états différents, ce qu'on exprime par 0, 0, 0,1, 1,0 et 1, plus une infinité de superpositions de ces différents états quantiques. C'est ce qui est représenté ici, toujours d'ailleurs avec la même formule, alpha 2, alpha au carré plus bêta au carré plus gamma au carré plus delta au carré est égal à 1. Bon. Mais avec une machine à 3 qubits, on aura 8 états différents, qui sont les états de base.
avec la même formule donc étendue. Et alors là, vous vous rendez compte le nombre de possibilités absolument phénoménales que vous avez à un moment donné. Vous avez accès à travers donc les API qui sont mises à notre disposition, on aura accès donc à un grand nombre d'états qui auraient nécessité sur des machines traditionnelles des opérations et des transformations qui seraient très lourdes. Donc c'est cette simultanéité d'états quantiques, alors bien sûr, ce sont des états quantiques, hein, bien entendu, et c'est une puissance absolument redoutable. Bon. Alors, maintenant, c'est pas utilisable dans tous les contextes. Hein, mais... Alors, bien entendu, on augmente le nombre de qubits. Alors là, les fabricants et les constructeurs ne sont pas toujours d'accord entre eux, parce qu'il y en a qui vous parlent, ils sont en train de faire des machines à 2000 qubits, alors que d'autres disent que le record du monde actuellement est à peu près autour de 50 à 56 qubits. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, et qu'ils se débrouillent entre eux. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le principe de base, vous voyez, des états quantiques de base, reliés entre eux par des probabilités qui eux-mêmes, les probabilités respectent donc des formules alpha 2 plus bêta 2, etc. Vous voyez, vous avez bien vu. Voilà. Après ça, donc, vous savez qu'un qubit peut avoir un grand nombre d'états différents. Et bien déjà là, on a bien progressé. Bon, c'est vrai qu'avec un mot binaire, mettons une machine de 32 bits, on n'a que 64 états. Et pour représenter la diversité des algorithmes qui nous entourent, eh bien, ça va nécessiter beaucoup de transformations. Alors que là, vous en avez tout un paquet, et vous allez donc pouvoir les utiliser, les affecter, vous voyez, à quelque chose de particulièrement précis. Voilà. Mais, encore une fois, ça ne peut pas s'appliquer donc pour tout. Maintenant, c'est vrai que l'ennui, c'est que, eh bien, encore faut-il pouvoir y accéder. Et que le temps pour y accéder ne soit pas supérieur à ce temps on va dire, de dégénération de la machine quantique qui se dégrade. Elle se dégrade très rapidement. On n'arrive pas à la maintenir. Bon, déjà, il faut la maintenir dans un environnement un peu frisqué, du genre moins 273 degrés, près du zéro absolu, hein, à quelques degrés Kelvin. Hein. Donc déjà, c'est pas simple. Mais même pour maintenir la machine en état de fonctionnement, eh bien, c'est compliqué. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que, on va dire, les fabricants hein, ne sont pas très bavards là-dessus. On ne peut pas dire qu'ils parlent vraiment de l'état de leur machine. Il y a beaucoup de communication là-dedans, il y a beaucoup de futurologie, mais ça manque encore de réalisation concrète sur des machines concrètes que nous pourrions voir et manipuler. Alors, pour terminer sur cet aspect, vous voyez, je ne veux pas en dire trop, hein, les algorithmes quantiques, on va regarder aussi les langages du quantique. Alors, l'algorithmique quantique, elle est fondée sur l'usage d'opérateurs, je vous l'ai dit, des opérateurs spécialisés, qui sont des portes quantiques, hein, comme en informatique classique, si ce n'est qu'elles portent cette fois-ci sur des qubits et non plus sur des bits. Chacune des portes quantiques correspond à une transformation, et c'est là où vous retrouvez donc les transformations d'algèbre linéaire, hein, qui sont des transformations matricielles, voire tensorielles. Alors, je fais juste une aparté sur le calcul tensoriel, c'est que, de mon point de vue, c'est quand même l'un des aspects les plus compliqués de ce qu'on peut trouver en mathématiques. C'est vraiment pas simple. Hein. Et donc là, on a quand même atteint assez rapidement, enfin au moins pour ce qui me concerne, donc un niveau d'incompétence absolue, parce que c'est vrai. Et ce qui me rassure, c'est que je connais des grands scientifiques, à commencer par le grand Albert Einstein, qui n'étaient pas des calors et qui n'étaient pas des grands spécialistes du calcul tensoriel. Mais ça, vous allez le retrouver. Le calcul tensoriel étant au fond une extension du calcul matriciel à plus de dimensions. On dira qu'une matrice à 2 dimensions, un certain nombre de lignes et de colonnes. Un tenseur à 4 dimensions, ben vous aurez 4 dimensions avec des valeurs, voire 10 dimensions. Bon, évidemment, c'est plus complexe et c'est plus difficile donc à représenter, si ce n'est intellectuellement, par des modèles. Et donc, le codage, la programmation que vous allez réaliser, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être la combinaison de ces portes logiques, tout au moins au niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau d'un assembleur. En fonction de ce qu'elles savent faire, vous allez combiner tout ça. Au fond, vous construisez un petit peu votre algorithme quantique, vous allez construire votre machine quantique en fonction des opérateurs qui sont mis à votre disposition. Alors, là, évidemment, c'est extrêmement performant du fait de la simultanéité des différents états. Hein, et donc,
et je le rappelle parce que c'est un peu vrai, hein, je vous dis, je ne veux pas faire peur, hein, mais en fait, le fait de connaître la différence entre une matrice en mathématiques, et un ballon de soccer ou un palais de hockey, ça peut quand même nous aider un petit peu. Hein. On n'est pas obligé de refuser tout ça. Alors, quelques exemples de portes quantiques auxquelles on va se retrouver confronté. Alors, ce sont souvent des portes qui effectuent des traitements matriciels, donc d'algèbre linéaire ou tensorielle, qui sont d'un plus haut niveau que ce que l'on trouve pour les machines classiques. Par exemple, on va trouver la fameuse transformation donc, de Hadamard qui agit donc sur un seul bit. On va trouver la porte quantique, il y a de Pauli, qui est disons un grand acteur de mécanique quantique, avec le principe de Pauli. Là, on a trois opérateurs quantiques différents, Pauli X, Y ou Z, hein, et là aussi, donc, qui agissent tous les trois sur un seul qubit. Vous avez les racines carrées, donc les racines carrées, ça porte également donc, sur un seul qubit, les changements de phase, donc qui agissent cette fois-ci sur 2 qubits ou plus. Vous avez les contrôles qui sont effectués dessus. Bon, vous avez les transformations de Toffoli, donc, qui accède donc, à un certain nombre donc, de qubits, transformation de Fredkin. Bon, c'est ça qui va être un petit peu rebutant. C'est-à-dire que il faudra quand même se familiariser avec ces différentes fonctions. Voilà ce que font chacun des opérateurs quantiques. Ils travaillent sur plusieurs qubits. Il y en a par exemple qui vont faire du swapping, qui vont donc mettre l'état d'un qubit 1 vers un qubit 2, du swap. Bon, il faut savoir ce qu'ils font et donc avoir quand même une idée des opérations mathématiques qu'ils sont capables de réaliser. Là, c'est là où on va se trouver quand même un petit peu à la frontière, hein, et à la limite de ce que nous pouvons faire et de ce qu'éventuellement on ne peut pas faire. Moi, je crois qu'il faut quand même avoir disons, une connaissance, pas forcément approfondie, mais quand même une connaissance assez claire de tout ça. Et quand on rentre dans ce domaine, on s'aperçoit assez vite qu'on n'arrive pas à maîtriser si on n'a pas, je veux dire, un background suffisant en mathématiques et en physique. Je pense. Bon, maintenant. Alors, quels sont les langages donc, du quantique? Alors, par exemple, vous avez un assembleur. Je commence par l'assembleur. Parmi les assembleurs les plus connus, vous avez le QASM, donc le langage assembleur quantique, hein, qui est un mélange en fait de C et d'assembleur. Mélange des deux. Alors, il n'y a pas beaucoup d'instructions, hein, mais la plupart, c'est vrai, sont assez compréhensibles. On ne peut pas dire que ça heurte trop le chaland. C'est assez compréhensif. Je ne dis pas que l'opération mathématique qui est cachée derrière la porte quantique est simple à comprendre, mais en tout cas, l'instruction qui activée donc cette porte quantique n'est pas trop compliquée. Alors, l'objectif de cet assembleur, c'est d'être en prise directe avec la construction des circuits quantiques. Alors, pour l'instant, on en est là. Je pense que dans le futur, on ne se servira plus de ça. Plus personne ne programme un assembleur sur les machines traditionnelles. Je ne vois pas pourquoi on continuerait à programmer un assembleur sur les machines quantiques. Alors, ça permet d'accéder à des registres, hein, qu'on va. Vous voyez, c'est comme pour une machine classique, hein, une architecture classique, mais cette fois-ci avec des qubits. Par exemple, une commande QREG, vous voyez, donc QREG, le Marson crochet, donc 2, eh bien, le registre quantique comporte 2 qubits de 0 et 1. Ça, vous pouvez donc indiquer ce que vont contenir donc, les différents qubits. À partir de QASM, on a accès à toutes les transformations des portes quantiques. Mais là, on est vraiment au niveau le plus basique de la machine quantique. Alors, il y a d'autres assembleurs qui existent. Hein. Il y a même des versions ouvertes de QASM. Il y a un Open QASM 3, et qui est d'ailleurs, on doit toujours à IBM. Hein, QASM, ça vient d'IBM. Et puis d'autres assembleurs qui sont envisageables, mais méfiez-vous quand même, parce que là, il y a beaucoup d'outils qui sont plutôt des produits universitaires, de recherche, et là, il vaut mieux pas trop s'aventurer. Alors, je vous ai mis donc un certain nombre d'exemples ici, sur ce schéma, donc de différents types de langages de programmation, ça peut vous servir donc de référence. Alors, pour terminer hein, sur ce sujet, 2 exemples supplémentaires. Maintenant, d'abord, les langages évolués. Alors, je vous recommande un langage qui s'appelle QCL, hein, qui est, bon, en tout cas, c'est l'un des plus connus, que l'on doit à un dénommé CNIL.
Là aussi, c'est un langage de type C qui manipule aussi bien des données classiques que spécifiquement quantiques. Là, par exemple, le QREG pour d'abord générer des tableaux de qubits. Vous avez QVoid, vous avez QConst, vous avez QUS, QUScratch, etc. QCL s'appuie sur des fonctions quantiques intégrées, qu'on appelle donc, dans son cas, lui, des QFunct, donc des fonctions. Mais aussi sur des opérateurs spécialisés et des procédures telles que la mesure, le dump et le reset. Par exemple, le dump est très intéressant, ça permet, quand on tape avec le QCL, le prompt QCL, on tape dump, on récupère l'état de tous les qubits manipulés à un moment donné. Il a un gros avantage, ce langage donc évolué, c'est quand même assez proche des machines. Hein. On n'est quand même pas à un niveau de virtualisation très très élevé. Mais quand même, ça permet de s'abstraire d'un certain nombre de choses qu'on devrait traiter si on est en assembleur. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut donc supporter des fonctions que l'on va développer nous-mêmes. Création, donc de développer nous-mêmes. On peut mélanger du QCL avec du C. D'autres langages, vous avez Q, qui est un langage impératif, donc qui est très connu, qui a été conçu, lui, comme une extension du langage C++, qui fournit toutes les classes pour les traitements donc, quantiques donc de base. Vous retrouvez la Damar, vous retrouvez Fourier, etc., le swapping, bien entendu. Et puis, vous avez également Silk, qui, lui, est assez récent, hein, ça date de 2-3 ans maintenant, hein, qui a été écrit avec le langage D. Langage D, et qui apparemment semble attirer de plus en plus d'usagers aujourd'hui. Alors, ça a été conçu, ce langage Silk, à l'université de Lausanne, comme, vous le savez, hein, comme le langage Scala, qui est un langage fonctionnel, et qui est assez réputé par sa simplicité en écriture et en lecture, enfin, qui est tout au moins efficacité en lecture, assez compact, en tout cas plus compact que ses principaux concurrents, et en particulier le fameux QSharp, qui est donc la solution de Microsoft qui va me permettre donc, de conclure donc, ce sujet. QSharp donc, a été conçu pour être exploité avec un kit de développement quantique donc, qui existe chez Microsoft maintenant. Alors, c'est open source, comme beaucoup de produits de Microsoft aujourd'hui. Il a les bibliothèques, lui aussi, et des simulateurs quantiques. On peut l'utiliser de manière autonome ou alors en s'appuyant sur un langage hôte, tel que Python ou C++. Vous voyez, on peut mettre en œuvre comme un peu comme on veut. Ici, vous avez donc une séquence de codage que l'on doit donc à Microsoft. Alors, d'autres solutions, pour terminer, hein, vous avez, mettons, un langage script qui s'appelle le QScript de Google, qui fait partie de la plateforme de développement donc, de Google, et puis le très récent donc QUA, donc de Quantum Machine, qui est présenté, et ça c'est un véritable avantage, comme le seul outil universel qui est capable de s'adapter à tous les environnements matériels et quantiques, parce que la plupart des systèmes sont très propriétaires et très fermés. Donc, on ne peut que utiliser les outils qui sont dedans. Celui-là, il a un niveau d'abstraction qui est plus élevé que ses concurrents, et donc on peut utiliser un peu n'importe quel langage qu'il y a derrière, on n'est pas nécessairement limité à un langage bien précis, il est plus ouvert. Bon, mais là, on est au début, hein, on est au béaba mais ça vaut la peine. Si ce genre de choses vous intéresse, eh bien, ça vaut la peine d'aller regarder de plus près, vous allez voir, c'est vraiment passionnant, hein, et des tas de choses que l'on peut faire aujourd'hui. Mais ça nécessite quand même, c'est vrai, des connaissances un peu scientifiques, un peu de connaissances mathématiques. J'en viens à mon autre volet de la présentation d'aujourd'hui, à savoir les drones. Les drones, ça nous paraît plus simple, c'est vrai, plus simple. Sauf que il faut être encore plus rigoureux, donc, à mon avis, avec les drones, qu'on ne l'est avec la mécanique quantique, pour les connaissances que l'on doit acquérir. Il y a deux manières de faire. Soit vous achetez un kit de drone avec le mode d'emploi, et puis on vous dit voilà ce que ça peut faire, et donc ça peut, comment on effectue un survol, voilà quels sont les paramètres qu'il faut faire, mais vous ne programmez rien. Ou bien, vous achetez donc un kit, mais vous allez programmer vous-même les différentes fonctions que vous allez pouvoir implémenter dans le drone. Donc, deux manières donc, de faire.
faut quand même comprendre une chose, hein, je pense qu'on en a bien conscience, c'est que les drones constituent un danger grave. Et je ne parle pas de ces malheureux Ukrainiens aujourd'hui. Hein. Bon, mais on a bien vu que la guerre en Ukraine va faire progresser dans la technologie des drones d'une manière considérable. C'est vrai, toujours comme ça, hein. Dès qu'il y a une guerre quelque part, ça fait progresser la technologie. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, on va trouver donc ce qui est inquiétant avec un drone, c'est que c'est très dangereux. Parce que ça peut être une petite chose, mais si cette petite chose va frapper un autre aéronef, un gros avion, un Boeing ou un Airbus, eh bien, ça peut faire exploser l'Airbus ou le Boeing. Pourquoi? Parce que c'est le choc. Un simple oiseau est capable de provoquer donc des détériorations absolument considérables. C'est le choc qui est dangereux. Donc, ce qu'il faut, c'est se dire, non pas, oh, c'est petit, c'est pas lourd, c'est pas gênant, ça, c'est pas vrai. S'il y a choc, il y a danger potentiel très grave. Donc, ça, il faut toujours l'avoir en tête. Hein. En plus, la réglementation pour nous protéger, elle diffère donc selon les pays, parce que l'espace, vous l'avez noté comme moi, eh bien, il est partagé entre tous les aéronefs, hein, depuis les satellites, en descendant avec les avions de ligne, les ballons. Et on a vu récemment donc, des ballons chinois donc, au-dessus des États-Unis et de l'Amérique du Sud, et donc du Canada, qui était à une altitude à peu près de 60 000 pieds. Donc là où, en fait, les avions ne vont pas tellement. Hein. Bon. Donc, cette réglementation, elle diffère selon les pays. Donc, ça veut dire que du point de vue codage et programmation, ça veut dire que vous aurez du mal à écrire, sauf à vous informer auparavant, mais faites-le avec beaucoup de précision, sauf à vous informer sur la réglementation en vigueur à l'endroit où vous allez donc vendre, où vous allez installer votre application. Alors, je l'ai dit que les vols autonomes, ceux que vous allez programmer vous-même, ben, ils sont interdits en France, sauf avec quelques restrictions. Je vous avais indiqué, c'est à peu près une altitude de 150 mètres à 450 pieds en gros, et puis c'est une portée de près de 100 mètres. Mais 100 mètres, ce n'est pas grand-chose. Il faut savoir une chose, c'est que l'espace aérien, selon les pays, est divisé, et d'abord est très contraignant. On ne peut pas faire ce que l'on veut. En général, c'est entre 0 et 1000 pieds ou 1500 pieds. Les tours de piste, par exemple, autour des aérodromes, en général, c'est à 1000 pieds. Il ne s'agit pas d'être à 1200 ou à 500. Hein. Il faut être à 1000 pieds. Et il faut respecter de manière rigoureuse donc ce que l'on vous impose. C'est quelque chose vraiment de fondamental, ça. Alors, je dirais c'est aussi intéressant, parce que programmer un drone, même pour des applications qui sont, on va dire, entre guillemets, un peu dangereuses, je pense que c'est préférable à confier un aéronef à un être humain. Parce que la plupart des erreurs qui arrivent, qui se produisent, ce sont des erreurs humaines. À 80 ou 90%. C'est assez rare que ça soit à cause, on va dire, d'une défaillance donc, de l'aéronef. Et donc, ça veut dire que l'automatisation des fonctions que l'on va pouvoir implémenter dans un drone, eh bien, elles pourront effectivement remplacer beaucoup de choses qui sont actuellement effectuées et réalisées par des êtres humains avec beaucoup plus de sûreté. Je suis absolument convaincu qu'un jour viendra où les avions de ligne n'auront plus de pilote. Ils n'auront plus de pilote, il y aura simplement des mécaniciens à bord. Mécaniciens capables de corriger quelque chose. Alors, bien sûr, il faudra s'habituer à monter dans un avion sans pilote, d'accord? Mais c'est beaucoup plus sûr, hein, du point de vue, on va dire, tranquillité donc, pour les passagers. Bon. Le concept de vol intelligent, ce qu'on appelle un vol intelligent avec les drones, on va retrouver d'ailleurs aussi bien pour, on va dire, des vols autonomes que des vols qui ne le sont pas. On a par exemple des fonctions de complément qui peuvent s'avérer utiles. Ça peut être par exemple le retour au point de départ sans intervention. On peut très bien perdre le contact avec le drone, mais on a des fonctions qu'on peut mettre en œuvre, paramétrer, voire programmer, qui permettra au drone de revenir. On a le mode follow me, par exemple, pour suivre donc d'une manière automatique le pilote qui émet les commandes. S'il se déplace, eh bien, le drone se déplace avec lui. Et on est capable aujourd'hui de suivre donc des personnes hein, ou des objets en fonction de leur localisation géographique et d'un certain nombre de caractéristiques. Au fond, c'est de la surveillance. Et donc, voilà, ce sont des fonctions donc, qui vont venir en complément.
C'est un métier nouveau que je trouve passionnant et qui nous donne, on a des opportunités, des idées applicatives absolument extraordinaires actuellement. On peut faire des tas de choses avec ça. Simplement, il faut passer par les fourches codines, c'est vrai, d'un certain nombre de connaissances donc à avoir. Parmi ces connaissances, c'est quoi? La réglementation. Vous devez savoir comment vous devez vous comporter. Après tout, tous ceux qui passent un brevet de pilote, même un pilote privé pour des petits avions, eh bien, on a on va dire des épreuves de manipulation donc de l'avion. Il faut quand même savoir s'en servir, au moins pour décoller et atterrir. Mais également, il faut savoir ce qu'est la réglementation, hein. Quelles sont les règles, les fameuses zones réglementées. Quand vous regardez un pays comme la région entre, mettons, au Québec, la région entre Montréal et Québec, il y a une grande partie quand même qui n'est pas libre, hein. Au-dessus, oui. En France, pratiquement, la totalité de l'espace est contraint et vous devez. Alors, quand vous passez par des zones qui sont des zones contrôlées, ce qu'on appelle donc des CTR en langage d'avion, eh bien, vous devez, on vous dit de descendre, mettons, à 500 pieds, et puis pas question d'être à 600 ou à 700, vous voyez, à 400. Hein, c'est extrêmement contraignant, donc il faut donc le savoir. Il faut avoir également des idées de météo, parce que, et je trouve ça très utile, hein, le drone peut être sensible, donc ne serait-ce que parce qu'il mesurera peut-être des éléments qui peuvent dépendre de la météorologie, donc il faut savoir ce qu'est la météo. Et donc, vous savez que tous les pilotes se renseignent dans les tours pour avoir des informations donc, de météorologie. Il faut savoir les principes du vol, ce que c'est que le principe donc, du tangage en avant, en arrière, le roulis hein, sur le côté, et puis le fameux lacet. Le lacet, quand vous vous déplacez en restant sur un même plan, on se sert des palonniers donc, pour ça, on se déplace. On s'en sert en général pour contrer les effets du vent. Au moment de l'atterrissage, eh on a un vent qui vient d'un certain niveau, on se positionne de telle manière et on descend pour atterrir dans de bonnes conditions. Eh bien, avec votre drone, vous devez savoir comment ça marche. Vous devez savoir ce que c'est. Il faut avoir une bonne connaissance on va dire, des commandes que vous pouvez donc manipuler, pas bien sûr via du codage, hein, via des programmes. Hein. Vous devez être capable de décoller et atterrir, et donc de respecter, bien entendu, les règles et les recommandations qui vous sont faites. Les drones venant envahir, d'ailleurs, dans certains aérodromes, des espaces bas, ou à proximité des aérodromes, ce qui pose d'autres problèmes aux pilotes des avions eux-mêmes, hein, qui doivent en tenir compte. Alors déjà, il y avait les ULM avant, maintenant, vous avez les drones, hein, ça devient un petit peu compliqué. Donc, la gestion des commandes, l'atterrissage, donc voilà, les fameux axes de roulis-tangage et lacet. Il faut savoir la différence qu'il y a entre un cap magnétique et un cap géographique, hein, savoir ce que c'est qu'un QNH, qu'un FOX-ECHO, savoir ce que c'est qu'une pression atmosphérique, parce que ce sont les paramètres que vous allez manipuler. Tous ceux qui ont fait du Flight Simulator il y a quelques années, eh bien, connaissent tout ça. Alors, c'est pas compliqué, vous savez, hein, simplement, il faut l'apprendre. Et là, en l'occurrence, contrairement à la mécanique quantique, on peut penser qu'une certaine manière, on peut s'en abstraire, tout au moins ne pas aller trop profondément dans le détail. Là, il faut vraiment connaître. Il n'y a pas de souci. Il faut savoir ce que c'est qu'une dérive, comment elle se calcule. Dans votre programme, vous allez calculer en fonction du sens du vent et de sa force, vous allez pouvoir calculer une dérive, donc justement, en jouant sur l'effet de lacet, déplacer votre aéronef, parce que finalement, votre drone est un aéronef comme un autre. Donc, connaître tout ça. Et puis, apprendre à suivre, mettons, avec un pilotage automatique que vous pouvez programmer, donc les règles qui vous sont imposées par les différentes balises qui balisent donc le chemin que vous allez suivre. Il y a donc des balises un peu partout, et donc vous les suivez. Et puis voilà, donc tout ça, il faut connaître. Alors, vous me direz, le pilote de drone, c'est un pilote d'avion. Mais bien sûr, c'est exactement la même chose, puisque les règles sont les mêmes. La seule chose, c'est qu'on n'est pas à bord. Voilà. On est donc ailleurs. Et donc, on va programmer ces comportements. Alors, je vous montre pour vraiment un petit peu comment ça fonctionne. Hein. J'ai donc pris l'exemple d'une API donc de 3D robotique. C'est une API Python. Ça s'appelle DroneKit. Hein. 3D robotique, c'est l'un des principaux donc, fabricants donc, de drones dans le monde, hein, dont les applications elles s'exécutent dans la carte mère du drone, mais elles s'écrivent sur une autre machine.
C'est-à-dire qu'on va développer l'application sur une machine, mettons Linux ou Windows, et une fois que ça sera fait et qu'on l'aura simulé, à ce moment-là, on l'implémentera dans le drone. Vous voyez, donc, il y a deux phases dans cette affaire. Ce qui est important, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs cette solution-là, c'est que la communication entre les éléments, donc le pilote et puis le drone, eh bien, elle est fondée sur un protocole qui est, je ne dis pas que c'est le standard, mais en tout cas, il est quand même assez souvent respecté. Hein. Ça s'appelle Mavlink, qui est très répandu dans le monde des véhicules, ce qu'on appelle le unmanned. Unmanned, c'est-à-dire des vols non pilotés par des êtres humains. Alors, la liaison physique entre le drone et le mobile de commande peut être une simple liaison Wi-Fi, mais il vaut mieux pas peut-être utiliser autre chose parce que le Wi-Fi, malheureusement, n'a pas toujours une continuité suffisante pour pouvoir compter sur lui. En général, d'ailleurs, en tout cas, c'est ce que dit le fournisseur de 3D, de Robotics, les clients se servent plutôt d'un système de pilotage radio propriétaire, qui est celui de 3D Robotics. Mais rien n'empêche de fonctionner avec du Wi-Fi, de fonctionner avec des connexions cellulaires. La seule chose qu'il faut quand même se garantir que ça ne peut pas être interrompu. Alors, si vous avez des vols qui font plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres, c'est quand même la garantie que ça sera toujours, que le lien, on va dire, de télécommunication sera toujours présent, n'est pas assuré. Hein. Alors, l'API, vous l'installez donc sur une machine Linux ou une machine Windows, voire même sur un Macintosh, hein, mais je vous dis, l'application finale, eh bien, elle sera installée donc, dans la carte mère du drone, et vous allez pouvoir l'installer sur un Android, sur un cellulaire, ou sur une machine, donc sur un iOS d'Apple. Et c'est votre cellulaire qui va vous servir de pilote pour donc commander le drone. Ça fonctionne comme ça. Alors, avec donc Mavlink et puis DroneKit, on a accès, c'est vrai, à beaucoup de fonctions de pilotage. Par exemple, on a à tout moment connaissance de l'état du drone. On sait si ça va bien, on sait si la batterie est suffisante, on connaît en temps réel ces paramètres de vol. Ce sont des variables comme n'importe quelle variable. Hein. Donc, on connaît les paramètres de vol. On est capable de piloter, donc d'avoir connaissance de la réalisation d'un certain nombre de tâches, des prises de vue, la livraison, l'atterrissage. Vous voyez, tout ça, c'est encapsulé dans des messages qui sont des messages, donc Mavlink. Et c'est intéressant parce que le gros intérêt de Mavlink, c'est quand même, si ce n'est pas un standard, quand même, il s'en rapproche d'assez près. Et beaucoup, on va dire, de fabricants se servent de ce système. Et ça nous permettrait donc, de mieux communiquer. Alors, on peut mettre un drone kit, on peut le mettre en pilote automatique. On peut suivre une route marquée par des points de contrôle, GPS, hein, exactement comme dans le pilotage en radionavigation sur les avions normaux. Hein, c'est exactement la même chose. Hein. On peut contrôler les paramètres du décollage et de l'atterrissage, les vitesses minimum à imposer, voilà, de choses. Hein. Éviter les mouvements brusques en prévoyant des trajectoires souples, on va dire des trajectoires glissées, se mettre en orbite, par exemple, autour d'un point précis. Et vous voyez, on a donc beaucoup de choses. Hein. Et par exemple, on est capable de piloter la caméra du drone avec différents angles, différentes définitions. Et voilà, on est capable même d'adapter le comportement de la caméra en fonction, mettons, de la météo et de conditions météo qui se seraient, mettons, dégradées. On est capable de faire tout ça. Oui, c'est assez puissant. Hein. Là, c'est vrai que la puissance de l'outil de DroneKit, malheureusement, elle se traduit aussi par une certaine complexité donc, de mise en œuvre. Bon. Alors, je vous dis, hein, il y a deux phases. Hein. Écriture du code Python sur une machine locale, que vous allez connecter à un simulateur SITL, un simulateur donc sur la même machine ou pas, pour vérifier son comportement, et ensuite vous l'implantez dans l'objet volant, le code, et vous allez le contrôler à partir de votre mobile. Bon, quelques exemples, hein, simplement pour voyez, donc, être un peu plus concret, on va dire. Hein. Alors, par exemple, vous pouvez avoir le développeur, qu'est-ce qu'il va traiter? Il va traiter la connexion, ce qu'on appellera le vehicle
il va récupérer donc les paramètres, hein, ce qu'on vient de vous dire. Éventuellement, il va les modifier pendant l'émission. Il va se préoccuper du décollage, du guidage et du contrôle du vol. Et donc, il est capable, à partir d'un même code, de contrôler un ou plusieurs véhicules. Et donc, on est capable d'avoir une flotte qui est capable, en particulier, on s'en sert ça pour les opérations donc, agricoles, quand il s'agit de mettre de l'engrais dans des surfaces importantes, plutôt que de faire des allers-retours, on peut avoir plusieurs drones qui vont être pilotés finalement par une même intelligence. Bon, vous avez ici un petit exemple, hein, donc c'est du Python. Alors, le paramètre wait ready, donc qui précise que la connexion attend qu'un certain nombre d'attributs soient renseignés, par exemple la vitesse de communication de la session, hein, de moyenne de communication, la durée de la connexion. Pendant la mission, le programmeur donc, a accès à peu près une vingtaine de paramètres à travers donc, une classe qui est une classe Python qui s'appelle vehicle, la vélocité qui est exprimée donc, avec 3 attributs, donc les vitesses en mètres par seconde selon les fameux 3 axes du pilotage. Vous avez le ground speed, vous avez air speed, vous avez le heartbeat, c'est-à-dire le battement de cœur qui permet de paramétrer la fréquence d'envoi des messages Maverick. Donc on n'est pas obligé de les envoyer toutes les secondes, mais il peut y avoir pendant une période du vol, ça peut être nécessaire, et puis pendant d'autres périodes, on peut peut-être envoyer l'information une fois toutes les 5 secondes ou toutes les 10 secondes. Bon, et puis donc beaucoup d'informations auxquelles vous avez accès directement. Pour le décollage, on s'assure que le drone peut être armé. Il doit être armé avant de le mettre en position. Donc, et pendant le vol, qui sera toujours donc guidé, le code Python va contrôler en permanence donc les paramètres essentiels, la position, la vitesse, etc., qui sont envoyés à la console de commande par des messages, toujours des messages Maverick. C'est vraiment très amusant. Hein. Il n'y a pas que DroneKit, hein, donc d'autres API et SDK. Et je vous en signale un qui est un chinois, qui est ça s'appelle, le fabricant s'appelle BJI, donc assez connu donc là-bas en Chine, qui lui aussi a un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la programmation quantique, lui aussi a l'avantage de pouvoir être utilisé pas avec un seul langage, mais avec plusieurs langages. Bon. Il a pratiquement toutes les possibilités qu'on DroneKit et vous pouvez l'acquérir assez facilement. Voilà. Alors, pour terminer sur cette présentation, hein, j'espère, c'est très vaste, mais c'est passionnant, hein, vraiment des sujets passionnants. Est-ce que nous, dans notre TI, on peut se transformer en codeur donc, de drones? Alors, d'abord, moi, je vous ai mis ici un certain nombre d'applications, d'usages qui vont se développer. Et celui qui veut être plus en phase avec son métier, ce qu'on va lui demander donc demain, eh bien, a intérêt à dire ça. Regardez ce qu'on peut faire. On peut, bien entendu, comme les êtres humains se comportent souvent comme des abrutis, donc on peut les utiliser dans les conflits. Exemple en Ukraine, vous avez vu que les drones iraniens ont fait des dégâts donc considérables en Ukraine. Bon, on peut s'en servir pour ça, mais je crois que ce n'est pas forcément recommandé. Ça peut servir pour valoriser le patrimoine, pour présenter le patrimoine sous des angles différents, apprendre à piloter des avions. Bon, on se servait de Flight Simulator, maintenant, ben on va se servir de ça. Pour réaliser des films, d'ailleurs, on ne nous a pas attendu hein, pour ça. Et donc, pour réaliser des films, des documentaires, des publicités, pour surveiller et assurer donc la sécurité, et en particulier pour les zones donc à risque, ou tout au moins difficiles d'accès. Pour le développement de l'agriculture, par exemple, la reconnaissance de l'hétérogénéité du sol, l'examen de la densité végétale, c'est important en ce moment avec une sécheresse qu'on trouve un peu partout dans le monde. La connaissance instantanée donc, des dégâts causés par les eaux, les incendies, la sécheresse et malheureusement des tremblements de terre. Et la plupart des informations qui ont été récupérées ici, dans cette terrible tragédie qui a eu lieu donc, en Turquie, 20 000 morts, c'est les drones qui les ont apportés, qui les ont amenés. Alors, on aura besoin de spécialistes du pilotage, donc du codage de drones, et je crois que cette programmation, que ce soit en Python ou avec un autre langage, avec des API qui vont se développer, eh bien, va jouer un grand rôle. C'est donc une compétence
Moi, je crois qu'il faut l'ajouter à l'entreprise, pas nécessairement au TI. Bon, pourquoi? Parce que le TI ne jouera pas toujours le même rôle qu'il a aujourd'hui. Mais c'est à prévoir dans les schémas directeurs. C'est vraiment un moyen aujourd'hui tout à fait exceptionnel pour réaliser un certain nombre de tâches. En plus de ça, c'est nouveau, c'est amusant, c'est très utile, et on se prend pour le commandant de bord, que l'on est d'ailleurs. Quand on pilote un drone, on est donc le commandant de bord. Il est donc l'heure, puisque j'arrive au bout de ma présentation. Je vous ai mis ici sur ce slide, vous voyez les différents webinaires que nous allons faire. La semaine prochaine, nous ferons donc on va animer donc un webinaire sur la vie privée. La vie privée, c'est fini, pas la peine de s'accrocher à ça. Et bon. Et vous avez ici donc la planification de nos webinaires jusqu'à la fin juin.